Bien, bonjour Anne-Carine et Muriel. Bonjour. Bonjour. Bien, vous êtes enseignantes toutes les deux au Collège de la Force et ce soir vous êtes avec vos élèves de la classe de 6e SECPA. Alors on va déjà peut-être rappeler ce que signifie la SECPA. Alors la SECPA, ça signifie section d'enseignement général et professionnel adapté. C'est une classe qui accueille des élèves en grande difficulté scolaire de la 6e à la 3e. D'accord. Et vous vous occupez, Muriel, de la classe d'accueil des gens du voyage à la Force. Tout à fait. Donc là en ce moment, beaucoup sont partis en mission évangéliste. D'accord. Et en principe, je les accueille du mois de septembre à fin juin. Il existe d'autres structures comme celle qui existe à la Force en Dordogne ou c'est la seule? Il y en a une sur Ribérac, mais sinon c'est une des seules structures. Voilà. D'accord. Bien, ce soir vous êtes à Lanquet parce que vos élèves se produisent, font un spectacle. De quoi va parler ce spectacle? Quel a été le sujet choisi? C'est vous qui l'avez choisi? Vous l'avez choisi avec les élèves? Comment ça s'est passé? Alors en fait, le spectacle, il a été mené en collaboration avec le professeur de PS de la classe, Madame Jabaudon. C'est un spectacle qui marque l'aboutissement du projet sur une année. On a travaillé donc avec le centre social et ainsi que les éditions Mama Josepha. On a créé une exposition sur les tziganes, roms, et ensuite on a pu bénéficier de visites au cirque romanesque et on s'est inspiré un petit peu de ce qu'on a vu au cirque romanesque pour essayer de rendre hommage à notre petit niveau à tout le métier du cirque et à tous les circadiens. Voilà. Donc les élèves qui sont en SECPA ont à la fois participé à un projet plastique, à l'exposition, plus le spectacle qu'on va voir ce soir. Voilà, et ça s'est fait en collaboration donc avec les élèves de la classe d'accueil. On a écrit les textes ensemble, on a travaillé les illustrations avec Stéphane Nicolet ensemble. Tous les élèves de SECPA ne sont pas des voyageurs. Est-ce que tous les élèves qui sont en classe d'accueil ils vont avec les élèves de SECPA ou pas? Ou c'est une classe qui est vraiment parallèle, c'est ça? C'est une classe particulière. Je les accueille uniquement sur un temps. Enfin là, cette année c'était que le matin, mais on a travaillé en collaboration. Donc dans ces cas-là, on faisait de l'intégration et on travaillait tous ensemble. Quels ont été les obstacles à la réalisation de ce projet? Alors pour ma part, ce sont des enfants qui voyagent beaucoup, donc avec une assiduité pas toujours très régulière, donc ça a été un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais sinon, pas forcément beaucoup d'obstacles se sont présentés. Non. Et en SECPA, est-ce que vous avez des objectifs? Parce qu'on sait ce que c'est que l'éducation nationale, il faut faire des projets, il faut évaluer sans arrêt. Quels étaient vos objectifs à vous? Alors bon, c'est vrai que derrière ce projet, on avait des objectifs, on visait l'acquisition de compétences du livret personnel de compétences. Voilà, donc on a pu travailler en maîtrise de la langue, on a travaillé également en culture humaniste. Voilà, donc ça, ce sont des objectifs pédagogiques. On a pu valider donc des compétences avec les élèves, mais on n'a pas évalué proprement dit le projet. C'est-à-dire que le spectacle de ce soir n'a donné lieu à aucune évaluation, aucune notation, c'était du plaisir et l'aboutissement de ce projet qui nous a pris un an tous ensemble. Ce soir, cette manifestation est dans le cadre du Printemps des Bastides, dont l'un des objectifs c'est d'ouvrir à la culture très diverse, au voisinage. Alors on a évidemment parfois des idées reçues sur les gens du voyage, mais aussi le racisme au Collège de la Force. Est-ce que pour vous, dans ce projet, il y avait aussi cette volonté d'essayer de faire cohabiter des cultures, en tout cas des modes de vie différents? D'ailleurs, est-ce qu'ils ont vraiment des modes de vie complètement différents les uns et les autres? Alors, ils n'ont pas des modes de vie complètement différents. Maintenant, c'est vrai que le Collège de la Force accueille une certaine partie de population tzigane. Ça avait donné lieu les années passées à quelques, on va dire, petits conflits. Et l'un des objectifs, en effet, c'était ça. C'était de permettre à chacun de mieux appréhender la culture de l'autre, d'aller vers l'autre pour mieux se connaître et d'apaiser les conflits. Et sur ce point, on peut dire qu'on n'a pas trop mal réussi. Vous en pensez quoi? Vous êtes du même avis? Ça fait longtemps que vous êtes chargé de la classe d'accueil? Oui, ça fait 7 ans que je l'ai et c'est vrai que cette année, l'intégration a permis aussi pour mes élèves de se rendre compte qu'il n'y avait pas grande différence. Sur le plan scolaire, ils pouvaient très bien s'en sortir aussi, qu'ils avaient des idées à apporter et ça a été très bénéfique. D'accord. Canal Pourpre, donc cette télévision là qui vous interroge, avait réalisé un reportage avec l'association d'ici et d'ailleurs, et on avait interrogé des jeunes qui nous disaient majoritairement ce qui ressortait, c'était nous on veut être dans une classe à part, on veut pas être mélangé avec les autres. Et puis une seule avait dit moi je préfère être mélangé, etc. D'abord, est-ce que vous le ressentez par rapport à ce que vous avez ce même sentiment avec les élèves que vous avez dans la classe d'accueil? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez que ce recul de 7 ans? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose de faire une structure dédiée?
Alors c'est vrai que les élèves qui sont dans ma classe, c'est une demande qui perdure. Il y a vraiment une partie des enfants du voyage qui souhaitent être dans une classe où ils sont ensemble sur moins d'heures que les autres parce que c'est un peu compliqué de rester toute la journée. Maintenant, je pense qu'effectivement l'intégration est tout à fait envisageable et souhaitable, tout en leur laissant peut-être quelques heures un petit peu ensemble, mais il faut qu'on aille dans ce sens-là pour pouvoir les garder à l'école. Est-ce que vous êtes bien accompagné par l'institution pour ce type de structure? Parce que je sais que c'est pas toujours évident. Donc il y a les rapports avec les associations comme d'ici et d'ailleurs. Mais je sais pas, moi, en termes de stage ou en termes de soutien. Alors c'est vrai qu'au niveau des formations, les choses se mettent en place au fur et à mesure. C'est vrai qu'avec le principal et le principal adjoint, depuis quelques années, les choses évoluent et avancent. On a obtenu cette année un volume d'heures supplémentaire pour qu'il soit là beaucoup plus longtemps. Les formations vont arriver aussi. C'est vrai que j'ai travaillé aussi en étroite collaboration avec l'association d'ici et d'ailleurs. Et les choses avancent petit à petit et positivement. Donc on espère que ça va continuer. Bien, ce soir c'est l'aboutissement ou il y a un prolongement au collège par exemple? Alors le prolongement au collège en fait il a déjà été fait, voilà. On a fait le vernissage de l'exposition et l'inauguration lundi dernier, voilà. Maintenant le 2 juillet sera organisé dans notre collège une soirée porte ouverte, voilà, et à cette occasion on essaiera de reprendre l'exposition pour proposer aux parents de la voir, ceux qui n'ont pas eu l'occasion, et puis à partir des photos et films qui auront été faits ce soir, de pouvoir projeter ça pour permettre au plus grand nombre de voir le travail accompli. Enfin, dernière question à toutes les deux, par rapport à cette expérience de cette année, est-ce que vous pensez que ça peut, comme on dit, rayonner dans l'ensemble du collège? Parce que là on a les SECPA, on a la classe d'accueil, mais il n'y a pas d'élèves des autres classes qui sont présents. Est-ce qu'il y a vraiment toujours cette barrière qui se fait? Est-ce que ça vous donne des idées pour l'année prochaine? Je sais pas. Alors il n'y a pas vraiment de barrière, c'est vrai que dans les faits il n'y a que nous. Maintenant on est soutenu aussi par nos collègues qui se sont intéressés au projet. Ce soir on en a qui viennent assister, voilà, encourager nos élèves. Là, ça s'est fait essentiellement pour des questions d'organisation sur nos deux classes, parce qu'on les a dans un volume horaire plus important. Oui. Voilà. On n'exclut pas à l'avenir, évidemment, comme disait ma collègue, de faire des intégrations autour de projets liés à la culture tzigane et à la découverte de l'autre. Et vous, même sentiment? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ma collègue. Bien, mais en tout cas, bravo pour ce travail, bon courage, et puis on espère que cette expérience-là vous permettra aussi de proposer d'autres choses, si l'institution vous soutient les années suivantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Monsieur Prenel, bonsoir, nous sommes à Lanquet. Vous êtes président de l'association d'ici et d'ailleurs. On attend Monsieur Santiago qui est très occupé ce soir, donc il viendra tout à l'heure répondre à quelques questions pour présenter le déroulé du projet. La première question serait pourquoi est-ce que l'association s'inscrit dans le cadre du Printemps des Bastides, donc cette manifestation qui est financée par le Conseil Général? C'est d'abord parce que l'association d'ici et d'ailleurs est très sollicitée au niveau des gens du voyage, c'est sa spécificité. Puisque l'association d'ici et d'ailleurs gère un centre social par rapport à tous les problèmes que peuvent rencontrer les gens du voyage. Et c'est à la suite de toute cette rencontre, de ces occasions, qui a été de voir un peu comment fonctionnent les gens du voyage, qu'on a décidé d'organiser quelque chose qui puisse les rassembler et en même temps les mettre en contact avec le public contemporain, les gadgets comme on dit chez les gens du voyage. Essayer de faire en sorte qu'il y ait une relation plus sympathique et on a pensé que cette façon de faire pouvait s'inscrire dans cette logique. Dans cette logique-là. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucun contact outre ces manifestations, que cette communauté est totalement exclue ou fermée à son environnement? Oh non, il y a d'autres. Moi, je pense qu'il y a d'autres contacts. Bon, j'ai la possibilité moi d'avoir des contacts avec un autre groupe des gens du voyage, qui sont les gens du voyage de Vie et Lumière. C'est les chrétiens évangéliques, puisque je suis moi-même pasteur et je connais donc. C'est un autre groupe, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre mentalité aussi qui existe et qui dans notre région a un emplacement important. Alors vous êtes vous-même pasteur. Tout à l'heure, la prof qui est en charge
charge de la classe à la Force, on disait qu'elle n'avait pas pu avoir tous les élèves parce qu'ils étaient en mission évangélique. Est-ce que tous les gens du voyage ils sont pas tous évangéliques? Non, ils ne sont pas tous évangéliques, mais je sais que dans la région, ils sont importants. Donc il y en a énormément, et je regrette que ils n'aient pas pu participer à cette rencontre. Hein. Et cette mission, elle a lieu, ça se passe c'est des missions qui se passent au mois de mai-juin. C'est à ce moment-là que ça se passe? Oh, c'est dire qu'avec les gens du voyage, dès que le soleil commence à briller, ils sont partis. Hein. Ils sont partis, mais ils sont, c'est vrai, très attachés à leur communauté évangélique. Et je pense que... Vous-même pasteur évangélique aussi? Oui, je suis aussi pasteur évangélique, mais en retraite, hein, donc j'ai pas d'église, je n'ai pas moi-même d'église. Mais disons que les gens du voyage, donc de l'église évangélique, sont quand même très solidaires de leur pasteur et de leur entourage. Mais je regrette parce que je les trouve un peu fermés par rapport à l'environnement général. Je regrette. Alors, revenons sur les objectifs de l'association d'ici et d'ailleurs. Je rappelle que l'association est à ce qu'on appelle le centre social Jean Moulin. En fait, le support c'est Jean Moulin à Bergerac. Donc c'est une spécificité. Il y en a deux, je crois, en Dordogne. Il y a Périgueux et Bergerac. Enfin, Périgueux, autour de Périgueux et Bergerac. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les objectifs et les missions que vous fixez vous? Alors, les objectifs de notre mission, c'est d'abord, il y en a trois. Il y a d'abord la santé. C'est-à-dire un rapport avec tous les problèmes de santé par rapport aux gens du voyage, et nous sommes aidés considérablement par les gens du métier qui ont plusieurs en tout cas sont là pour soutenir, aider. Alors c'est Jessica Doat qui s'occupe particulièrement de cette partie-là. Il y a aussi l'école, puisque alors on suit très étroitement les gens du voyage quant à leur scolarité. Surveiller l'absentéisme, les problèmes qui existent aussi dès qu'ils passent au collège. Les parents ne veulent plus qu'ils aillent à l'école. Alors il faut veiller à ce que les convaincre qu'il est nécessaire qu'ils aillent jusqu'au bout de leur d'aller jusqu'au bout. Enfin tous les problèmes qui existent dans ce domaine. Et puis le côté social et le côté travail. On s'occupe du RSA. Des gens du voyage, et on essaye de leur trouver du travail. Voilà tout ce qui peut se faire de ce côté-là. Enfin, c'est très vaste comme. En fin de compte, j'ai été surpris moi en tant que président par le vaste travail qui est à faire, l'efficacité du personnel, ça m'a étonné, et leurs compétences. Donc ça c'est le côté président. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le territoire que ça concerne, combien d'aires d'accueil, et sur quel territoire vous œuvrez-vous? Alors actuellement on peut dire qu'on a tout le sud du département. Ça va de Sainte-Foy-la-Grande jusqu'à Siorac. Voilà. Alors les aires d'accueil, c'est bien sûr Sainte-Foy-la-Grande et Siorac et Bergerac, puisqu'il y a une aire d'accueil également sur Bergerac, et en préparation Saint-Astier qui doit s'ouvrir, qui doit s'ouvrir. C'est pas Périgueux qui va s'occuper du centre de cette aire d'accueil, ça sera vous? C'est nous qui nous allons nous occuper. Oui. Et on a même un projet assez ambitieux en fait, c'est de prendre la gestion des aires d'accueil en ce qui concerne leur comment on dit ça, leur marche sur le terrain. En fait, quand on aura un agent technique sur ça, monsieur Santiago est plus à même de donner des explications. Mais on essaye d'entrer plus à même dans le travail des aires d'accueil, pas seulement au niveau social, mais aussi dans l'organisation, dans la marche de l'aire sociale, de l'aire d'accueil, et de la façon dont en fait il faut qu'il y ait une certaine discipline. Enfin, il y a beaucoup de problèmes parce que les gens du voyage, une fois qu'ils sont dans une aire d'accueil, ils veulent plus bouger. D'accord. Bon, alors que l'aire d'accueil n'est pas fait pour ça. L'aire d'accueil est faite simplement pour un passage. D'accord. Bon, et une après, forme de sédentarisation, mais voilà, il devrait suivre une sédentarisation. C'est une sédentarisation qui malheureusement, il faut pousser des fois quelquefois. Mais les jeunes, alors on a par rapport aux jeunes un désir vrai de s'installer, de trouver une maison, et puis alors on essaye aussi d'autres mesures telles que les terrains familiaux, c'est-à-dire de trouver un moyen de
de construire, d'avoir des terrains et de pouvoir y installer des familles. D'accord. Bon. Donc en fait, en termes de territoire, les frontières sont pas aussi figées qu'on pourrait le croire. Il n'y a pas l'aire d'accueil et l'autre monde à côté. En termes aussi de population, parce qu'on parle de voyageurs, c'est un terme pratique, générique, mais qui masque aussi la grande diversité et disparité de ces populations voyageuses. Est-ce qu'on peut évoquer par exemple la problématique des Roms? C'est encore une problématique différente, mais est-ce que vous avez remarqué une problématique spécifique, un renforcement des questions autour des populations roms? Oui, il y a un problème au problème roms par le fait que, bon, sur Bergerac, on a une famille qu'on a essayé d'aider. Évidemment, la mentalité rom, c'est très différente de celle des tziganes, des gens de voyage habituels. D'accord, bon. Vous pouvez préciser peut-être ou... Disons que... on a l'impression que les relations entre eux, c'est pas ça. Les nouvelles frontières s'établissent. Voilà, il y a aussi des différences. Et bon, sur Bergerac, sur la région, on n'a pas beaucoup de Roms. Hein, c'est pas bon. Il y en a quelques-uns qui passent, mais ils passent seulement. Mais leur mentalité est très différente. C'est tout à fait différent. Hein, c'est un autre problème. Est-ce que vous pensez qu'en France, on fait bien les choses? Vous avez de nombreux partenaires, les collectivités locales, l'État. On peut peut-être rapidement dresser tous les partenaires qui vous aident. Et une fois qu'on aura fait ce tableau, est-ce que vous pensez qu'on se débrouille bien, nous? En France, je pense qu'on pourrait toujours mieux faire. Oui. Bon, mais je trouve déjà bien que l'on puisse organiser des centres d'accueil et des centres sociaux comme il en existe, parce que je crois qu'en France, il y en a d'autres et dans d'autres... la seule chose, c'est que chaque centre est une spécificité, en fait, locale, en fonction de l'environnement, en fonction aussi des possibilités que offrent les élus par rapport au travail qui peut se faire, parce que il n'y a pas quelque chose de national sur ce problème. Il y a des grandes données, mais ça reste figé en fait. Donc si on veut développer quelque chose, il faut le faire sur le plan local. Il faut trouver des partenaires, il faut trouver des financeurs. Et c'est un travail constant, journalier. Moi, j'étais très surpris quand je suis rentré à d'ici d'ailleurs de voir les difficultés qu'il y avait qu'il faut se battre en fin de compte pour avoir les financements nécessaires pour gérer l'aire d'accueil, les aires d'accueil et le travail qui est fait. Alors c'est vrai qu'avec le temps et avec les compétences qui se développent, de plus en plus on nous sollicite parce que on apprécie en fin de compte les compétences le travail qui est fait. C'est pas non plus un obstacle. Vous parlez de centres de spécificité locale. Est-ce qu'on peut déplorer le fait qu'il n'y ait pas de grand cadre national qui pourrait peut-être favoriser une meilleure cohésion de tous ces centres? Je sais pas, là, ça me dépasse un petit peu. Ça me dépasse un petit peu. Je pense seulement que on est dans des phases de construction, que peut-être un jour ça ira jusque là. Pour l'instant, c'est les centres sociaux qui gèrent ça. Bon, sur le département par exemple, nous sommes un centre social spécifique, mais sur Colomiers-Chamiers, Saint-Exupéry, c'est un centre social généraliste qui s'en occupe. Donc la structure est tout à fait différente, le travail est tout à fait différent, et on essaye de trouver un lien pour travailler ensemble, mais ça n'est pas forcément très facile parce qu'on n'a pas les mêmes. On n'est pas sur les mêmes chantiers, les mêmes façons de vivre. En fin de compte, on n'a pas les mêmes. Donc le millefeuille territorial s'applique aussi aux associations, je vois. Dernière question un peu plus personnelle. Votre fonction de pasteur évangélique, ou évangéliste, est-ce que c'est quelque chose qui vous a rapproché l'association? Pourquoi vous avez voulu travailler avec cette association? Oui, c'est vrai, ça m'a rapproché. C'est parce que au départ, j'étais membre du conseil du conseil d'administration de l'entraide protestante du Bergeracois. Et le président de l'époque connaissait mes antécédents et savait que j'avais eu des relations, que je connaissais bien les tziganes évangéliques. Donc il m'a sollicité pour que je m'inscrive dans le travail d'ici et d'ailleurs, pour y participer. Et puis ben voilà, quand on est trop fidèle et quand on suit trop fidèlement pendant des années la situation, ben, on finit par rentrer dans le bureau. Et puis après, voilà, on arrive à être président. Voilà, on arrive à être président. Mais c'est uniquement par le temps, par les circonstances. Mais voilà, disons que ça s'est fait comme ça s'est fait tout naturellement. Et puis aussi parce que j'aime bien
parce que j'aime bien ce travail aussi. Hein. Très bien. Bah, Monsieur Santiago vient d'arriver. Il a le livre de Stéphanie Cole édité par Mama Josepha. Donc on va en parler. Hein, on va rencontrer, je pense, Emmanuel tout à l'heure, Gitani. Vous pouvez rester à côté de nous. Hein, donc Monsieur Pernel qui nous a un peu parlé des missions de l'association. Donc Monsieur Santiago, vous êtes directeur, donc salarié de l'association. Et est-ce que vous pouvez peut-être, on a vu les grands objectifs de l'association, mais nous pointer un peu les objectifs du projet que vous avez mené. C'est la première fois que vous travaillez dans le cadre du printemps, non, la deuxième fois, je crois, la deuxième année. Oui. Donc les objectifs que vous, en tant qu'association, vous avez cherché à atteindre avec cet événement. Ils sont assez, j'ai envie de dire, assez humbles, assez simples. C'est simplement de lutter, de mettre en valeur la communauté des gens du voyage et de lutter un peu contre tous ces préjugés. C'est un grand mot tout ça, mais en règle générale c'est plutôt ça. La vocation de ce projet c'est ça, c'est de lutter contre les préjugés. Alors non seulement les préjugés des gadgets sédentaires que nous pouvons représenter par rapport aux gens du voyage, mais aussi les représentations qu'ont les gens du voyage sur les simples sédentaires que nous sommes. Oui. Voilà, donc ça va un peu dans les deux sens. Et l'objectif de ce livre, et qui a été réalisé donc avec la maison d'édition, Mama Josepha, c'était en partie de démonter ces préjugés, de les aborder, de les démonter, de les décortiquer. Et ils vous le diront, hein, finalement les enfants n'ont pas tant de préjugés que ça, en règle générale, ou pas au niveau du primaire. Voilà. Donc c'était sa vocation première. La deuxième, c'est le Printemps des Bastides pour nous, c'est la rencontre des cultures de toute façon. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu travailler avec Jacques Baudet du Conseil Général. Voilà, donc c'est. On l'a vu dans le spectacle tout à l'heure des enfants du Collège de la Force. Voilà. On voyait, il n'y avait aucune frontière entre les enfants qui participaient à ce projet-là. Et voilà. Donc je pense que finalement les barrières qu'on peut se mettre et toute la philosophie qu'on pourrait dérouler, elle est très simple. Hein. C'est simplement apprécier son voisin, hein, c'est ça souvent. Hein. Alors sans faire d'évangélisme, mais je fais pas de mauvais jeu de mots, hein. Sans faire d'évangélisme, il y a quand même des situations parfois tendues. On a évoqué aussi la grande disparité à l'intérieur de la communauté, entre guillemets, des voyageurs, avec aussi des guillemets, très, très disparate. On a évoqué la problématique, c'est un bien grand terme, mais les différences entre les Roms. Donc on évoquait avec votre président peut-être un renforcement, ou dans la région peut-être c'est un public particulier, le public Rome. Est-ce que d'abord il n'y a pas pas forcément que votre association qui est concernée en fait par la problématique Rome. Donc comment est-ce que vous confrontez à ce nouveau public? Enfin, je ne sais pas s'il est vraiment nouveau. Alors je voudrais simplement dire que les familles que l'on touche sont des ressortissants roumains. Voilà, donc ce ne sont pas forcément des Roms. Voilà. Et donc ils viennent ici, les personnes qu'on a repérées nous il y a à peu près 18 mois, c'est effectivement ce sont des familles roumaines, ressortissants roumains, il y en a une quarantaine à peu près, qui ont élu pour certaines domiciliations administratives au siège de l'ASSO, qu'on accompagne, mais la grosse difficulté, si vous voulez, c'est que l'insertion professionnelle reste encore très complexe. Donc pourtant le droit européen et même le droit français. Oui, mais justement le droit est ainsi fait que toutes les restrictions seront levées à partir du 1er janvier 2014. Donc les autorisations de travail, titres de séjour, il y a plein de choses qui vont évoluer en termes de législation. Mais d'ores et déjà, on accompagne déjà une famille avec monsieur le maire de Limbras. Et c'est pas une quasi-réussite, mais la moitié du chemin, on va dire. Oui, on avait déjà évoqué cette affaire de Limbras, mais en fait, quand je disais que ça pouvait vous échapper, c'est que ce sont des ressortissants européens comme tous les autres ressortissants européens. Donc leur seule peut-être spécificité, c'est l'aspect voyageur ou pas, mais même pas. Mais je crois que la spécificité qu'ils ont, c'est que on les considère un peu comme des Roms, comme on pourrait les voir peut-être en banlieue bordelaise ou en banlieue lyonnaise ou parisienne. Mais ce qui est très caractéristique de ces personnes-là, très souvent, c'est qu'elles vivent dans leur véhicule. Voilà. C'est la manière dont elles vivent ici, parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de subsistance et de vie. Elles n'ont pas droit à certains droits sociaux et certains acquis sociaux, donc il faut travailler là-dessus. Voilà. Alors c'est simplement une branche supplémentaire qu'on a souhaité développer avec les membres du conseil d'administration. C'est ni plus ni moins que ça. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ce problème, les enjeux de précarité ne sont pas spécifiques. On espère qu'après, est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer quelque chose, l'évolution du droit en janvier 2014 ? Alors, je pense que oui.
parce qu'on travaille avec les services de la Directe, donc vous pouvez rappeler ce que signifie départementale de l'emploi de la formation professionnelle, et on pense qu'effectivement ça va évoluer. Si on a les bons intermédiaires, je pense que il y a des situations qui peuvent être accélérées, mais dans la mesure où les gens ont réellement envie de s'impliquer dans leur propre projet. Voilà, je crois que l'objet de la structure, c'est pas de faire de l'accompagnement, de l'assistanat, et ça il faut le dire et le redire, c'est de travailler aussi avec les bonnes volontés. On ne peut pas faire contre la volonté des gens, si vous voulez. Voilà. Bien, alors demain le point d'orgue c'est Titi Robin, concert de Titi Robin ici à Lanquet. Est-ce que déjà vous vous projetez sur les printemps de Bastide 2014 avec un autre endroit, d'autres objectifs, ou c'est beaucoup trop tôt? Moi, j'aurais envie de vous dire, oui, on aimerait bien avec l'équipe qui m'entoure et qui a beaucoup travaillé, mais c'est quelque chose de très lourd. Ouais. Donc là, c'était très intéressant, d'autant plus, pas uniquement par rapport à la manifestation autour de la musique, etc., mais parce qu'il y avait un livre qui était important et un gros travail avec les établissements. Donc aujourd'hui, je peux pas vous répondre. Je pense pas que ça se fera en 2014, mais plutôt 2015. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Et puis bonne réussite. Merci. Au revoir. Merci. Bien, toujours dans ce lieu, très beau lieu de la Grange de Lanquet, donc au cœur d'un événement qui dure 2 jours avec l'association d'ici et d'ailleurs, les écoles, les collèges, et puis des expositions de photographes et de peintres. Et nous sommes avec Mona, donc qui présente une sélection de tableaux. Mona, vous êtes une voyageuse. Oui. Donc en fait, j'allais vous demander où vous êtes, mais vous m'avez répondu de partout. Oui, je suis de partout. Je peux pas dire vraiment d'où c'est que je suis, quoi. Parce qu'on voyage toujours. Depuis que je suis petite, on vient du cirque, nous. D'accord. On voyageait partout, puis on continue. Est-ce que vos parents sont d'une région particulière? Vous êtes né où, par exemple? Ah, je suis née à Pau. Vous êtes né à Pau, d'accord. Pendant la guerre. Pendant la guerre? Oui. D'accord. Et mes frères, mes soeurs, il y en a partout, quoi. On est partout en Bretagne, dans le Nord, tout partout, quoi. D'accord. Pardon, allez-y. On est 14 frères et sœurs chez nous. Donc. Moi, je suis la 10e. D'accord, très bien. On avait rencontré des femmes voyageuses, et une question que je leur avais posée, c'était par rapport à l'école. Certaines m'avaient répondu que non, elles n'avaient pas été à l'école, elles n'avaient pas été alphabétisées, elles n'avaient pas appris à lire et à écrire, et qu'elles voulaient que leurs enfants aillent à l'école. Est-ce que vous-même, vous avez été scolarisé, vous avez été à l'école? Non, j'ai été une journée, j'ai eu peur. Vous avez eu peur? Oh oui, parce que c'était renfermé. Ah oui. C'était toutes des petites étrangères à côté de moi. En fait, elles n'étaient pas mes frères et sœurs. Oui. Et j'ai eu peur, quoi. Vous étiez petite? 8 ans à peu près. Ah, 8 ans, d'accord. C'est à Marseille. D'accord. On était à Marseille à ce moment-là, puis... Vous vous souvenez un peu, le soir, vous avez dit « je ne veux plus y retourner » Ah non, j'ai pas dit, mais... Enfin, je ne me rappelle pas que j'ai dit. Oui. Mais j'ai plus voulu y retourner parce que j'ai eu peur. Je pleurais dans l'école. Ah, d'accord. J'ai pleuré dès que je rentrais jusqu'à la fin. D'accord. Alors c'est pour ça que j'ai eu pu. Donc vous avez passé un jour à l'école, oui, dans votre vie. Oui. Alors la peinture, comment c'est venu la peinture? Ou est-ce que vous avez vu des tableaux quelque part? Comment ça vous est venu ce goût de la peinture? Ben voilà, j'étais petite, je m'amusais à dessiner, toujours n'importe quoi je prenais, dans la piste, partout. Et après, un peu plus grande, j'ai pris... Non, oui, sur la piste, on faisait du cirque. Ah d'accord, oui. On est des manouches qui faisaient du cirque. D'accord. Voilà. Donc vous dessinez sur la piste du cirque? Oui, sur la piste de cirque. D'accord. Et après, c'était de la peinture à l'eau, de la gouache. Oui. Je dessinais avec ça. Puis à 19 ans, j'ai dessiné à peinture à l'huile. D'accord. Et puis j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté. Et puis à 52 ans, mon homme me rapportait de la peinture. Je me suis mis, puis depuis le temps, je continue, puis je vends. D'accord. Et est-ce que vous aviez vu, vous avez parlé de la gouache, la peinture à l'eau, la peinture à l'huile, est-ce que vous avez vu des tableaux quelque part qui vous ont inspiré ou qui vous ont donné envie de continuer? Non, c'est parce que je peignais toujours depuis que je suis petite. J'ai mon petit-fils, il a 4 ans et demi, ça fait déjà au moins un an et demi ou plus qu'il dessine déjà. Il fait toujours des dessins, il fait tout, bien fou pour peindre, il veut prendre ma peinture, il veut tout. Oui, c'est dans le sens, ça. Et qu'est-ce que vous dessiniez quand vous étiez jeune? Enfin, les dessins, est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi? Des représentations du cirque, de la nature, des paysages, vous vous souvenez? Je me rappelle que je faisais des têtes, beaucoup. De têtes? Oui, des visages, des personnes, et puis je ne me rappelle plus du reste. D'accord.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est la technique. Comment vous avez appris? Est-ce que vous avez appris d'abord quelque part? Est-ce que vous avez eu un professeur ou quelqu'un qui vous a montré les différentes techniques ou c'est venu comme ça? Non, j'ai jamais personne, Marie a fait voir. En étant petite, je peignais, puis j'ai toujours peint comme voilà, ça. Parce que derrière, bon, c'est la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, il y a quand même des techniques spécifiques et vous avez... Mais non, moi, c'est la longueur du temps, parti. D'accord. C'est avec le temps. J'ai jamais appris. Et quand vous faisiez vos tableaux, que ce soit à la gouache et plus tard à la peinture à l'huile, ces tableaux, est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce qu'ils sont avec vous dans la caravane? Ils sont où tous ces tableaux? Parce que j'imagine qu'il y en a plein. Oui, j'en ai plein, mais il y a un camion qu'on a accidenté. On a passé par Bordeaux, on l'a laissé là-bas. Ouais. Il y en a plein dedans, et puis on a emmené là avec un petit camion. D'accord. Et ces tableaux, qu'est-ce que vous en faites une fois qu'ils sont terminés? Vous les mettez où? Les gens me les achètent. Ils les achètent. Ah, d'accord. Très bien. Mais j'en ai encore beaucoup. Mais ça fait beaucoup qu'ils achètent. Hein. D'accord. Alors les thématiques, là, on voit bien sûr derrière nous une roulotte. À côté, j'ai vu aussi une roulotte. Il y avait des portraits, un portrait de clown. C'est vous là-bas qui l'avez? Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est en me souvenant de mon frère qui faisait de clown, vous savez. Oui. Et puis j'ai fait un autre, mais l'autre a été vendu, l'autre clown, vous savez, qui va avec. D'accord. C'est souvenir de mes deux frères, quoi, c'était. D'accord. Donc en fait, c'est un peu le monde du cirque, mais pas seulement, qui vous inspire. Non, parce que on faisait du cirque, mais j'étais de Manouche. Alors les affaires de Manouche, c'était dans moi, et puis le cirque que je faisais. Oui. Alors c'est un mélange, quoi. D'accord. Est-ce que vous-même, vous avez, alors visiblement non, mais je sais pas, été écuyère ou pratiqué le cirque? Vous avez fait du cirque ou en fait vous étiez vraiment vous faisiez la peinture après, ou est-ce que vous continuez à faire du cirque ou vous n'avez pas fait de cirque du tout? J'ai fait du cirque depuis que je suis petite. J'ai arrêté à 19 ans parce que mon père il a été malade et je faisais des contorsionnistes. J'allais dans le numéro de clown. Oui. Je me rappelle plus ce que je faisais. Les sauts. Je faisais les... C'est trop long, je me rappelle plus. Parce que ça demande quand même beaucoup de temps, de travail, d'exercice, le cirque. Et vous peignez quand? Le soir? Non, oui, des fois le soir, oui, mais dans la journée, le jour, n'importe quand, vous savez, on a toujours un peu d'instant pour faire quelque chose qu'on aime. Donc à partir de 19 ans, vous avez cessé le cirque complètement, oui. Et vous n'avez fait que peindre en fait? Oui, j'ai peint, je continue de peindre comme ça. Puis une dame à l'hôpital m'a vu, elle m'a demandé pour en acheter un, puis après, elle m'a vu, elle est revenue, puis elle m'a dit combien vous voulez pour en acheter, pour m'en vendre un autre, puis j'ai vendu pas cher, quoi. Et comment vous faites pour vous faire connaître vos tableaux? Parce qu'il n'y a pas de galerie d'exposition particulière. Où est-ce que vous exposez? Comment ça se passe? Eh ben, je me suis mis sur Internet, mais ils me connaissaient avant, les gens. Ah, parce que comme je passais comme ça, j'exposais. D'accord. Et puis une femme m'a... C'est-à-dire, j'en ai dans 2 musées déjà des tableaux. D'accord, dans quel musée? Vous nous précisez dans quel musée? Le musée à Bègue. Oui. Il y en a 10. Ah, oui. Et puis à J'ai oublié le nom du deuxième musée. D'accord, bon. Donc ça veut dire que si on tape sur Internet, qu'est-ce qu'il faut taper sur Internet pour vous trouver? On tape Mona? Mona Tzigane. Mona peinte Tzigane. D'accord. Ou alors Mona peinte Manouche. D'accord. Ou Julienne Medbach. Ou je ne me rappelle plus, il y en a plein alors. Vous avez que le choix. Vous tapez seulement Mona peinte Tzigane. D'accord. Vous allez avoir le... Oui. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Là, vous repartez où après, vous savez? On va aller à Bordeaux parce qu'il y en a le camion qui est cassé. Ah oui, et puis après, on va ailleurs. Je ne sais pas. Bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Emmanuel Garcia, bonsoir. On a beaucoup parlé de vous ce soir parce que vous sortez un livre qui a été réalisé aussi avec Stéphanie Collet, illustrateur. Donc vous êtes la fondatrice de la maison d'édition Mama Josepha et vous venez de Bourgogne. Vous avez transité par la Dordogne et puis maintenant vous êtes à côté de Poitiers maintenant. La maison d'édition Mama Josepha se situe, enfin son siège social, c'est une association, se trouve à Périgueux. C'est une maison d'édition associative. C'est une maison d'édition associative qui se situe à côté de Périgueux, à Minsignac.
dans le célèbre village de la mémoire des humbles et du pain. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de vous engager dans ce projet avec l'association d'ici et d'ailleurs, cette thématique des gens du voyage? À quel moment ça s'est fait cette rencontre? La rencontre s'est faite il y a 2 ans entre Stéphane Nicolet, qui est adhérent du centre social d'ici et d'ailleurs, donc assez concerné par les préoccupations du centre social, et illustrateur depuis quasiment l'origine chez Mama Josepha. D'accord, c'est lui qui a fait. Et c'est lui qui a fait exactement le lien entre Antoine Santiago et moi-même pour essayer de mettre en place un projet d'action culturelle, hein, parce que avant le livre, c'est d'abord un projet d'action culturelle. Ça vous tient à cœur en tant qu'éditrice, enfin maison d'édition, que ça s'adosse à un projet culturel? Ça me tient à cœur parce que c'est riche d'humanité. On fait évidemment, ça donne une profondeur, une richesse à l'ouvrage. C'est aussi beaucoup plus difficile à réaliser. Bon, Stéphane, c'est Stéphane qui est venu vous en parler, il est venu vous voir. Est-ce que pour vous c'était un monde qui vous était familier ou pas du tout? Bon, c'est un monde qui est familier à tout le monde, parce qu'il est plein de fantasmes, il est plein de poésie, d'imaginaire. Donc en cela, oui, évidemment, on se sent tous un peu proches. Et en même temps, qu'est-ce qu'on est éloigné de cet univers-là, au sens concret du terme. On l'a vu aussi un peu ce soir. Alors, ce livre est issu d'un travail, donc un projet avec des écoles, école de l'Alba à Bergerac, le collège de la Force, et je crois aussi à Sainte-Foy-la-Grande. Et alors sur les aires d'accueil du Bergeracois, donc pas seulement Sainte-Foy-la-Grande, Turac-en-Périgord aussi, et puis les Gilets aussi à côté de Bergerac. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez montrer à travers ce livre? Comment il s'est construit? Alors, il y a 2 choses. Il y a donc l'action culturelle dont l'idée était vraiment de développer des ateliers d'art plastique pour faire parler les petits voyageurs d'eux-mêmes et en situation interculturelle à l'intérieur de l'école, de pouvoir les faire exprimer les idées reçues, les discuter et évidemment les déconstruire, d'une part. Et d'autre part, ce livre, c'est vraiment une attitude, je dirais, d'anthropologue, c'est-à-dire aller chercher derrière le sens commun tout ce qui construit la connaissance sur un sujet comme celui-là, sans faire de grandes théories, mais aller chercher ensuite dans les travaux qui ont été réalisés les réponses à toutes nos questions. C'est-à-dire, les gens du voyage sont-ils véritablement nomades, par exemple, et quels sont les modes de vie, ou des hérissons, et parce que les escargots, c'est nous. Oui, c'est nous, voilà, c'est ça, je viens de faire mettre une bévue, mais les frontières sont tellement perméables. Oui, mais on aime bien faire porter le singe à l'autre en général. C'est ça, voilà. Bien, donc on revient sur le livre, on va peut-être le montrer, parce qu'il est caché derrière votre dos. Il est là. Alors, voilà, donc Gitani, carnet de voyage, Emmanuel Garcia, Stéphane Nicolet. Donc il y a des travaux qui ont été réalisés avec essentiellement des enfants ou... Alors c'est un mélange, donc les enfants, les travaux des enfants ont été assimilés au travail d'illustration de Stéphane Nicolet, qui est un illustrateur et un graphiste et qui sait donc admirablement bien faire prendre des mayonnaises de ce type, et donc il est capable tout à fait de proposer de manière graphique des dessins d'enfants qui ne semblent plus être des dessins d'enfants une fois qu'ils sont assemblés dans une maquette plus globale. Alors cette maquette, cette mise en page, c'est vous qui en êtes la conceptrice? Non, c'est Stéphane Nicolet qui en est le concepteur. On travaille, là on a vraiment travaillé à 4 mains, on s'est vraiment bien amusé. J'ai écrit un texte trop difficile qu'il a remanié pour le mettre, qui s'est complètement approprié pour pouvoir ensuite le mettre en résonance avec les images dont il disposait. Puis, parce que je peux pas m'en empêcher, je suis revenue en 3e temps derrière. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire on se refait pas. Et voilà. Et donc comme ça, on a tricoté quelque chose, un objet vraiment original. Et qui, vous voyez, comporte, c'est vrai, beaucoup de textes, mais avec de multiples entrées, et qui, c'est un livre qui peut se lire par le milieu, par le début, par la fin. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de linéarité, surtout pas. D'ailleurs, l'univers qu'on décrit est un univers extrêmement hétéroclite, extrêmement varié, qui supporte pas la généralisation. Et c'est ce qu'on a voulu montrer avec une maquette aussi qui a des ruptures régulières. Et voilà, aucune page ne ressemble à une autre. Est-ce que vous avez travaillé, lu, rencontré des anthropologues,
Oui. Alors j'ai une formation d'anthropologue, voilà. Oui, oui. Et donc ça a été mon premier enthousiasme, ça a été justement de retourner à mes premières amours aussi, et puis de le mettre à portée, de faire de la vulgarisation. Et on a travaillé donc avec Gabi Jiménez, qui est le vice-président de la FNASAT, qui est la fédération qui fédère toutes les associations de valorisation des gens du voyage, qui est un artiste, qui est manouche, et qui a donc une vision globale drôlement intéressante. Et on a travaillé surtout avec Alain Régnier aussi, qui lui a bien voulu se pencher très précisément sur le texte avec moi. Alain Régnier, c'est le patron de la célèbre revue depuis les années 60, je crois, Études Tziganes, qui rassemble tous les travaux qui sont menés depuis l'époque sur ce sujet. Donc voilà, il m'a fait la confidence que nous attelions au travail que lui-même ne parvenait pas à réaliser, parce que écrire pour les enfants, c'est simplifié, et c'est un sujet qui supporte mal la simplification. Alors, et il a relevé le défi avec nous, il a été sympa, hein, il a accepté de venir avec nous en nous demandant parfois d'annuler des choses, de les effacer, de les supprimer pour pouvoir en mettre d'autres en valeur. Donc c'était chouette. Alors les travaux des historiens sont relativement récents sur la question de Tziganes, que ce soit les camps d'internement dans le sud de la France, camps d'internement qui ont commencé bien avant la période de Vichy. Et les anthropologues, est-ce qu'ils s'y sont mis ou pas? Ou est-ce qu'il y a... Les anthropologues, ça fait longtemps. Hein. Oui, ça fait très longtemps. D'ailleurs, tristement longtemps, parce que en fait, la grande quête de l'anthropologie, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, mais d'où viennent-ils? Et alors, depuis le siècle des Lumières, parce qu'au Moyen Âge, on inventait, on ne faisait pas de science, on leur dressait des origines un peu fantasmatiques comme ça, des Sarrasins, des Égyptiens, des drôles de gens un peu basanés. Et puis à partir du siècle des Lumières, il y a une sorte d'anthropologie physique qui se met en place, qui est évidemment balbutiante à l'époque, et puis qui s'est affinée avec beaucoup de résonances négatives jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les carnets anthropométriques, c'était aussi une émanation de ça. Voilà, c'est ça. Alors on leur mesurait le tour de tête, l'angle du nez, le cheveu, le pied, pour déterminer s'ils venaient ou non d'Inde, parce que ça c'est quand même la grande préoccupation des sédentaires, c'est prouver que le gitan vient d'Inde quand même. D'accord. C'est ça. Alors aujourd'hui, les gitans eux-mêmes, les voyageurs eux-mêmes reprennent à leur compte ces résultats de travaux. On peut penser en effet qu'un certain nombre d'hypothèses convergent vers cette... mais est-ce que c'est ça l'important? Non, mais est-ce que c'est ça l'important? Est-ce qu'il n'est pas plus important de se préoccuper des gens qui sont ici, maintenant, près de nous, avec qui on cohabite, qu'on ne regarde pas et dont les chemins ne se croisent pas? Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit juste avant. Vous voulez dire qu'ils auraient intégré ces résultats de travaux de recherche Oui, bien sûr, c'est une société orale. Ouais. Donc en fait, jusqu'à ce que la scolarisation soit obligatoire, il y avait véritablement deux mondes parallèles. Et donc il y avait des légendes ou des récits oraux qui se transmettaient d'une part, et puis ce que les sédentaires disaient savoir d'eux. Et puis depuis que l'alphabétisation et le lettrisme se met en place, eh bien peu à peu, en effet, oui, bien sûr, c'est un monde qui devient un peu plus perméable qu'il n'a été. Donc un projet de 2 ans, oui. C'est un projet de 2 ans, c'est long, c'est difficile pour un éditeur? Non, c'est ça. Et de toute façon, un bon livre, personne ne le fait en 3 mois. D'accord. À bon entendeur. Non, c'est normal. Bon, il vient de sortir tout récemment. Ça, oui, absolument. Il est sorti officiellement le 17 mai, mais le lancement c'est aujourd'hui, le 7 juin, à la Grange de Lanquet, avec toutes ces belles énergies qui convergent. Là, c'est très chouette. Bon, Gitani, carnet de voyage, donc aux éditions Mama Josepha, qu'on peut trouver dans toute bonne librairie indépendante. Et chez Amazon. Surtout pas chez Amazon, et je crois qu'on le répète suffisamment. Voilà, donc des projets toujours avec Stéphanie Collet à venir? Oui, Stéphane Nicolet, oui, bien sûr. Oui, on est un peu comme les doigts de la main, ça marche bien, ça roule bien. Alors quand Stéphane fait pas l'illustration, de toute façon, il s'occupe de la maquette et un peu de la direction artistique des bouquins, donc il est là. Ouais. Oui, plein de projets. Faut que je vous en parle? Non, il y en a un qui vous tient à cœur peut-être? Ouais, oui. On a un beau projet sur l'histoire du cinéma là qui devrait sortir début 2014. À destination des enfants ou non? Rien à voir? Nous on fait que du livre documentaire pour les enfants. Les grands peuvent lire s'ils veulent, mais pour nous c'est du documentaire et pour l'enfant. 2014, histoire du cinéma. Voilà. Très bien.
Bah écoutez, bonne continuation, bravo pour ce travail que vous avez mené avec toute l'équipe du centre social également. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.